Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de Raphaël. Pour tous ceux qui ne sont encore jamais venus avec nous dans ces webinaires, je vous rappelle que Raphaël est une plateforme qui a été créée pour vous, avec vous, pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est que le Covid long, le syndrome post-Covid. Et nous faisons des thématiques dont aujourd'hui nous allons faire une thématique autour de la santé mentale et ce syndrome de post-Covid ou Covid long. On a la chance d'avoir des orateurs de talent. On a notre patiente partenaire aussi qui a la gentillesse de vouloir témoigner ce que son vécu de cette maladie. Et on va passer une heure absolument formidable ensemble. Je vous rappelle que c'est interactif. Vous avez la possibilité de poser vos questions et d'apprécier les questions des autres avec les petits onglets qui sont en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions pendant que les gens parlent. Et puis, on aura une période à la fin où on pourra vraiment discuter de ce qui vous préoccupe actuellement. Donc, je vais tout de suite entamer cette séance et je me réjouis d'entendre vos avis et vos opinions. Et Madame Ducommun, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bon, voilà, on est directement trempé dans l'eau froide. Alors, j'ai préparé un petit témoignage assez rapide et un peu à l'improviste, mais je voulais partager voilà, mon expérience et mon vécu depuis que j'ai le Covid long, donc depuis 2 ans, oui, 2 ans, depuis novembre 2020, qui était la première infection. Donc voilà, beaucoup de hauts et de bas durant cette période. Où il y a quand même eu une progression quand même assez marquée jusqu'à présent, mais quand même avec des reliquats et des séquelles, notamment au niveau neurologique. C'était un petit peu sur ce point-là que je voulais insister, peut-être aussi faire le lien avec la santé mentale, parce que je pense quand même qu'il y a un lien indirect par rapport à ça. Après ces 2 ans, il y a vraiment eu des pics on va dire, de problèmes neurologiques avec des gros problèmes de mémoire, de concentration, de raisonnement, enfin de procéder à des raisonnements, à des déductions, ce qui a été très handicapant pour moi dans le domaine du travail. Je travaille dans un domaine un peu financier qui est assez exigeant. Et j'ai repris le travail assez rapidement après le Covid, mais en phase, pas tout de suite à 100% évidemment, mais vraiment où j'avais repris, oui, à 100% au tout début. Et après, ça a été complètement la plongée aux enfers lorsque j'ai compris, enfin, je n'avais pas encore compris que j'avais Covid long, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et notamment dans ces troubles neurologiques où je ne comprenais rien en fait, je ne comprenais plus rien à ce que je faisais. Et j'ai caché pendant des mois au travail en faisant semblant de comprendre de ce que je faisais. Et j'essayais de déléguer, de dire oui. Et je faisais appeler les autres personnes. Et voilà, j'avais plusieurs tactiques pour ne pas perdre la face et faire que tout va bien. Et voilà, ça a duré quelques semaines quand même, où c'était pas mal. Sauf qu'une fois, voilà, on peut plus trop cacher longtemps. Et ça se traduit des fois par où j'avais 15 personnes dans un meeting virtuel et je ne savais plus quel travail je faisais, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait dire. Et là, c'était le noir total. Donc, voilà, là, j'ai compris qu'il y avait quand même un gros problème. Et c'est là où j'ai consulté voilà, la doctoresse Némé, où j'étais diagnostiquée avec le Covid long. Maintenant, ça, c'est des troubles qui se sont amoindris, mais qui restent quand même présents, assez présents, et qui m'handicapent toujours dans mon travail, parce qu'il faut, voilà, comme je dis, je travaille dans un domaine exigeant où il faut vraiment, il faut y aller. Enfin, on n'a pas droit à l'erreur. Et c'est assez compliqué pour moi de suivre, en fait, de suivre les raisonnements. Des fois, même un simple calcul, je n'arrive plus à faire.
Et je me rends compte que ça ne va pas, et les autres, à force, avec le temps, se rendent compte aussi que, de temps en temps, on me dit oui, tu patauges. Et c'est un petit peu quand même gênant. Et voilà, et en fait, ce travail me prend aussi beaucoup d'énergie parce que j'essaye d'être à la hauteur, de donner du meilleur de moi-même. Donc, ça fait que je travaille beaucoup, plus de temps que prévu parce que j'essaie de rattraper le retard, parce que tout prend plus long, je suis beaucoup plus lente à processer. Et ça fait que, voilà, alors que je devrais travailler moins, je travaille plus pour un petit peu rattraper tout le temps perdu. Et après cette période de 2 ans, je trouve que c'est un peu un cercle vicieux. Parce que petit à petit, je pense que je suis un peu partie aussi à la dérive, dans le sens où ce travail demande beaucoup d'énergie, j'en donne beaucoup. Pour finir, je fais que ça. Et après, voilà, les autres choses qui sont importantes et qui sont impératives de garder dans une période de Covid long, cette yole, par exemple, de faire un peu d'exercice physique, de bien s'alimenter, de prendre du temps pour soi, pour, je sais pas, aller faire dehors une balade, rencontrer des amis, le côté social aussi. Je me rends compte que tout c'est un petit peu désagrégé au fil du temps et sans que je me rende compte. Et après le bilan, 2 ans en arrière, je me dis, pour finir, à quelque part, j'étais même presque mieux avant, quand il y avait vraiment ce pic du Covid lent, où il y avait encore cette envie cette incompréhension déjà de ce que j'avais, et cette envie de s'en sortir. Et là, après 2 ans, je me dis, mais est-ce que je vais encore m'en sortir, ou est-ce que c'est un état de fait et de choses, et que je dois juste accepter la situation? Et ça, c'est très difficile pour moi de l'accepter. Et je pense qu'il y a aussi des répercussions sur le mental et sur le moral déjà, avec quand même des baisses de morale et surtout des baisses de motivation, d'énergie, d'envie, d'accomplissement de projet, de curiosité. J'étais vraiment quelqu'un de très dynamique, très vive, très curieuse. Et des fois, je me rends compte que voilà, je fais que de travailler. Après, je suis crevée, je suis fatiguée et je fais plus rien et j'ai plus envie de rien de faire. Et le danger, c'est que cette situation se cristallise et devienne permanente. Donc voilà, c'est un petit peu maintenant là où j'en suis maintenant, de pouvoir retrouver une motivation et de faire les choses, de se réapproprier soi-même et d'accepter aussi qu'on n'est plus comme avant. Et ça, c'est toujours difficile pour moi. Là, je suis suivie par le docteur Benzacourt qui essaie de me remettre sur le droit chemin, mais c'est pas toujours facile. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut prendre, le conseil que je pourrais donner de tout ça, c'est de ne pas en faire trop, parce que des fois, quand on est fatigué, qu'on a un petit moment d'énergie, et de se remettre directement dans le rouge, déjà, c'est nocif, parce qu'après, on retombe plus bas qu'avant. Et je pense qu'effectivement, de prendre du temps pour soi, bien que avec le Covid long, on prend quand même du temps pour soi, parce qu'on pense qu'à ça, mais de prendre du temps pour soi avec peut-être des activités qui stimulent la créativité ou une activité manuelle, pour se sortir des fois d'un tourbillon aussi de penser, de dire quand ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais m'en sortir, et voilà, de se sortir, de s'extirper de la chose, et de prendre du temps pour un peu même aller se balader, faire une activité physique, ce que maintenant j'ai totalement arrêté parce que je me suis fait prendre dans un engrenage infernal. Et c'est de prendre ce temps pour voilà, se réapproprier soi-même, de refaire des petites choses petit à petit, et aussi de s'entourer des bonnes personnes. Je crois que cette maladie Covid long est encore
très très mal connu parce que maintenant c'est déjà has-been, tout le monde a oublié et le Covid n'existe plus. Donc voilà, et ça me fait sourire parce qu'au tout début de la période, lorsque j'étais fatiguée et que j'oubliais des choses, tout le monde me disait ah mais c'est dans ta tête, ton dépression, moi aussi j'oublie des choses. Et c'est des commentaires qui n'aident pas en fait du tout. Et pour finir, après 2 ans, je me dis, bah oui, peut-être que des fois, ce Covid long peut mener à la dépression parce que c'est long et si on n'a pas le bon entourage, le bon contexte, ça peut être quand même avoir un impact assez fort. Donc voilà un petit peu voilà, si je pouvais donner peut-être un conseil, c'est ouais, de s'entourer des bonnes personnes qui ont quand même une bienveillance, même s'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Qui est quand même une écoute et une bienveillance et une certaine compréhension. Et de continuer voilà, des petites activités, des petites choses qui font du bien pour rester, on va dire, à niveau et pas plonger un petit peu petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Et pour ce qui est de l'activité professionnelle aussi, ce qui m'avait aidé, c'est pas fou, mais ça aide quand même, c'est Dr. Sonemi m'avait fait appel à un ergothérapeute que je vois encore pour aménager des petites séances, aménager son temps de travail ou aménager le matériel. Par exemple, pour moi, c'était de mettre un casque quand je devais me concentrer pour aussi signaler aux autres qu'il y a une période de concentration et qu'il ne faut pas me déranger. Et c'est des petites choses qui facilitent aussi un petit peu le quotidien. Alors là, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de choses waouh, mais voilà, il faut savoir accepter et puis avancer petit à petit avec ce qu'on a. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup pour ce partage et ce témoignage. Et on sent que ça vient du cœur, donc merci vraiment. Et c'est vrai, comment trouver finalement l'équilibre, que ce soit sur un plan individuel, mais aussi dans la société, entre le Covid et pas le Covid. Voilà, et puis c'est tout l'intérêt de pouvoir garder et maintenir la plateforme ou des plateformes comme celle de Raphaël pour dire, voilà, on travaillait sur la reconnaissance et puis maintenant, on veut aussi travailler sur le fait de ne pas oublier en fait ces personnes et que ce ne soit pas les oubliés de la pandémie. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir la participation de Dr. Lamia Benzakour, médecin adjointe responsable de l'unité de psychiatrie de liaison au HUG, qui nous a accompagnés et nous accompagne toujours dans le Covid long ou le post-Covid depuis le début, même aussi depuis en fait le Covid aigu, l'ayant connu ensemble en mars 2020. Docteur Benzakour, je vous donne la parole. Merci beaucoup Maïsel, et puis merci beaucoup à notre patiente partenaire pour cette analyse extrêmement juste et pertinente du vécu. Merci beaucoup. Je pense que voilà, dans la petite présentation que j'ai préparée, il va y avoir beaucoup de correspondance avec ce qui a été dit. Donc, j'ai quelques informations à vous transmettre sur où on en est des connaissances concernant la souffrance psychique dans le cadre des symptômes post-Covid. Il va y avoir par moments des moments de recoupement avec les symptômes neurologiques parce que parfois, c'est pas vraiment évident de discriminer. Donc, je vous dirai où on en est en tout cas de la compréhension des mécanismes. Donc déjà un petit rappel que pour bien se resituer, ce qu'on appelle aujourd'hui le post-Covid, c'est une affection qui survient chez des personnes présentant des antécédents d'infection probables ou confirmés par le SARS-CoV-2, généralement 3 mois après l'apparition de la COVID-19, avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois et qui ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Et l'OMS a répertorié, dans le cadre de ce qu'on appelle une étude Delphi, c'est-à-dire qu'on a demandé à des experts finalement de donner pour eux le pourcentage
des différents symptômes qui sont décrits dans ce syndrome, hein, l'ensemble de ces symptômes. Et je vous ai indiqué en rouge ceux qui peuvent être justement pris en charge aussi dans le cadre de la santé mentale, parce qu'il y a des recoupements avec d'autres troubles, donc c'est pas toujours évident de faire vraiment la distinction. Donc on a évidemment beaucoup de fatigue dans le cadre du post-Covid, des troubles de la mémoire dont notre patiente partenaire nous reparlait qui sont extrêmement invalidants, des dysfonctionnements cognitifs, ce fameux aussi brouillard cérébral, des troubles du sommeil, et puis vous voyez qu'il y a de la dépression et de l'anxiété pratiquement dans la moitié des cas. Je vous montre les résultats d'une étude qui montre aussi comment ça évolue au cours du temps. Donc, c'est intéressant de voir que finalement, quand on combine comme ça beaucoup d'études et qu'on regarde sur le temps, dans le cadre de ce qu'on appelle des études longitudinales, l'évolution des patients, l'anxiété, la dépression, mais aussi la fatigue et l'insomnie vont augmenter au cours du temps. Vous voyez, les petites pastilles noires, donc ça va être vraiment 3 à 6 mois, et puis les pastilles blanches, ça va être vraiment plus de 6 mois. Et donc ces symptômes-là, ils pourraient évoluer comme ça au cours du temps. Donc malheureusement, voilà, ça fait partie justement de ces symptômes gérés aussi par les spécialistes de santé mentale qui peuvent apparaître ou s'aggraver, en tout cas au cours de l'évolution de la Covid-19. On a par contre moins d'anosmie, moins d'anxiété, de dépression, de dysgeusie, de fatigue, de céphalée, de myalgie, quand on compare les patients hospitalisés versus les patients non hospitalisés. Donc ça, c'est un message pour rappeler à l'ensemble des patients qui souffrent d'une infection post-Covid que non, ce n'est pas le degré de gravité de l'infection Covid aiguë qui va déterminer l'affection post-Covid. Et on voit d'ailleurs voilà, que les symptômes peuvent être même moins importants chez ces patients qui ont été hospitalisés. On a plus de fatigue, d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Par contre, quand il s'agit d'une hospitalisation pour des formes sévères qui ont nécessité une admission aux soins intensifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes qu'on suppose dans les symptômes post-Covid, on va dire neuropsychiatriques, parce que encore une fois, il y a beaucoup de recoupements. Mais il y a un mécanisme qui est vraiment supposé très important, c'est qu'en fait, dans le cerveau, on a des petites cellules qui vont assurer la défense de l'organisme. On appelle ça la glie, les cellules gliales, et elles seraient très impliquées finalement dans les symptômes neuropsychiatriques parce qu'ils seraient très actifs. Ces cellules seraient très activées justement par des mécanismes inflammatoire, donc ce serait une inflammation au long cours qui expliquerait pourquoi il y a ces dysfonctionnements cognitifs, il y a cette fatigue, cette susceptibilité aussi à la dépression, à l'anxiété. On a aussi le fait que ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui permet de filtrer justement l'arrivée de certaines cellules de l'organisme dans le cerveau, elle serait moins efficace, donc il y aurait plus de passage de certaines substances. Et puis, il y a, comme vous le savez, malheureusement, symptômes aussi dysautonomiques, avec ces problèmes de palpitations, de cœur qui s'accélère, qui jouent beaucoup. Mais en tout cas, il faut retenir que c'est surtout cette défense, finalement, par ces cellules gliales qui seraient vraiment impliquées. Donc, finalement, quand on parle des symptômes psychiatriques dans le cadre post-Covid-19, c'est des symptômes très, très variés. Je vous ai montré les pourcentages des symptômes les plus importants, mais finalement, on peut pratiquement tout avoir, y compris ce qu'on appelle les symptômes fonctionnels. Il arrive que on ait finalement le corps qui va exprimer des dysfonctions sans qu'on trouve des lésions organiques. Donc ça, c'est des choses qu'on peut observer aussi, en plus des symptômes, on va dire organiques, avec une lésion qui va être objectivée par les examens que peuvent prescrire les médecins. On a aussi beaucoup de symptômes post-traumatiques, dont je vous parlerai justement tout à l'heure un petit des traitements qui peuvent vraiment aider dans ce cas, parce que quand on a été victime du Covid et qu'on a eu peur de mourir, malheureusement, on peut développer bien longtemps après encore un vécu traumatique de cette période d'infection et continuer à avoir peur d'être contaminé, de revivre le moment où on était très malade. Et on revit aussi à travers ces symptômes aussi du corps cette situation de grande menace pour la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très largement décrit et il y a des possibilités en tout cas de traitement très efficaces. Puis après, voilà, c'est tout le cortège des symptômes dont on a déjà parlé, que ce soit les symptômes anxieux, les troubles cognitifs, les troubles du sommeil,
symptômes dépressifs, mais qui peuvent aboutir malheureusement aussi à des idées suicidaires, hein, quand on ne voit plus d'issue par rapport à sa situation. C'est qu'il faut être vraiment très attentif, en tout cas au retentissement de ces symptômes, de cette condition post-Covid qu'on prend très au sérieux, en tout cas aux HUG. Dans ce petit schéma, je vous résume finalement les mécanismes, hein, qui sont parfois mixtes, hein, au niveau des symptômes psychiatriques, parce que ça symbolise le stress. Hein, on peut être très stressé dans l'affection post-Covid de ne pas s'en sortir, comme le rappelait très bien la patiente partenaire, de ne pas réussir à fonctionner comme on avait l'habitude de fonctionner, de ne pas avoir de visibilité par rapport à l'avenir. Et puis, on a tous les symptômes qui sont liés finalement au virus et conséquences au long cours, comme je vous le montrais par rapport à l'inflammation, qui continuerait bien longtemps après. Et c'est l'interaction entre tout ça, hein, qui expliquerait les symptômes post-Covid psychiatriques. Donc, comment ça se joue finalement ces intrications? Déjà, au niveau du patient, donc il y a toute cette incertitude, hein, cette difficulté à se projeter par rapport à un moment de guérison. Comme le disait très bien la patiente partenaire, c'est très difficile de se sentir compris. Hein. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension finalement de cette condition post-Covid. A priori, on peut se sentir vraiment stigmatisé, on peut se sentir coupable de toujours pas se remettre finalement de cet état. Donc, on va avoir toute une série de complications psychiatriques secondaires, comme la dépression, hein, qui peut aussi s'installer secondairement parce que on ne voit pas de solution. Et puis, cette situation de stress chronique peut aboutir à une dépression. On a des conséquences socio-professionnelles extrêmement nombreuses avec des longues périodes d'arrêt de travail, parfois le manque de reconnaissance aussi de cette affection par les assurances, par les collègues, par la hiérarchie, donc qui peuvent être extrêmement difficiles à vivre. Et puis, il y a la question aussi de l'accident du travail chez des personnes qui auront été finalement contaminées dans le cadre de leur profession. Donc, toute cette question, c'est de la reconnaissance de l'accident professionnel et puis l'accompagnement qui doit vraiment être très attentif dans le cadre du travail. Pour les professionnels de santé, donc ce qu'on a vécu avec notre équipe aux HUG, c'est qu'on est confronté depuis le début à un trouble très complexe. C'est une vraie leçon d'humilité. On n'a pas encore effectivement ces solutions miracles, hein, qu'on souhaiterait pour pouvoir soulager de cette souffrance. Ce qu'on a compris en tout cas à l'usage, c'est qu'il faut impérativement un cadre multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on soit plusieurs spécialistes médicaux et puis aussi plusieurs spécialités aussi professionnelles comme la physiothérapie, les patients partenaires parlaient de l'ergothérapie qui peuvent nous être extrêmement utiles. On a besoin d'être créatif, mais aussi pragmatique. Et puis, il est important toujours de ne pas oublier que l'affection post-Covid est un diagnostic qui doit être fait aussi après exclusion d'autres causes, hein, puisqu'il y a beaucoup de symptômes dans l'affection post-Covid qui peuvent être causés aussi dans d'autres cas. Donc, c'est très important toujours de faire certains examens qui sont recommandés dans le bilan. Donc, il faut qu'on continue de développer la recherche et surtout la recherche thérapeutique. On a déjà établi des guidelines au niveau des HUG, et puis là, l'idée, c'est d'avoir des guidelines fédérales. Et puis, tout cela va aider aussi à la reconnaissance sociale. Donc, voici comment on fonctionne aux HUG. Donc, on a la médecine de premier recours, donc à laquelle la doctoresse Némé participe, qui peut comme ça repérer des patients en posant quelques questions sur l'état psychique, les antécédents aussi psychiatriques. On va repérer des symptômes anxieux et dépressifs qui sont les symptômes les plus fréquents au niveau des symptômes psychiatriques, mais aussi des symptômes, comme je vous disais, fonctionnels ou somatoformes, ces symptômes en fait de souffrance psychique qui vont se manifester par le corps. On va évaluer les troubles cognitifs, les idées suicidaires aussi, puis toute cette évaluation, elle va nous permettre de diriger nos patients vers des consultations de spécialistes, donc neurologiques et psychiatriques. Donc, c'est la psychiatrie liaison, hein, dont je suis responsable donc aux HUG qui assure hein, ces consultations ambulatoires avec des suivis le temps nécessaire hein, pour ces patients. Et puis, on s'aide aussi d'outils sous forme d'échelle pour justement faciliter le repérage hein, de ces troubles, en particulier tout ce qui est anxiété et dépression, mais aussi troubles de stress post-traumatique. Comment est-ce qu'on fait le suivi au niveau de la psychiatrie de liaison? Déjà, c'est de reconnaître hein, que ce sont des symptômes qui s'inscrivent dans un syndrome post-Covid. C'est-à-dire que ces symptômes psychiatriques, finalement, leur raison d'être, c'est vraiment ce contexte post-Covid, d'expliquer voilà,
ce qu'on sait aujourd'hui modestement de l'origine de ces symptômes, leur fonction. Et puis, on va entreprendre des soins qui reposent à la fois sur de la psychothérapie et sur de la pharmacothérapie. Donc, la psychothérapie qu'on va utiliser, donc ça va être adapté toujours aux symptômes évidemment du patient. Donc, par exemple, si on est face à des symptômes post-traumatiques, on va pouvoir utiliser le MDR, dont je vais vous montrer les principes. On peut utiliser aussi des techniques cognitivo-comportementales. On a quelques études qui montrent que ça peut aider les patients. Il y a d'autres techniques aussi comme l'ACT, qui est aussi une psychothérapie qui permet justement d'être dans l'acceptation par rapport à sa situation. Ça nous arrive aussi de prescrire des médicaments. Donc, c'est vrai qu'on prescrit des antidépresseurs dans des situations où on a repéré soit une dépression, soit un trouble de stress post-traumatique, parce que de manière combinée, ça peut être tout à fait utile dans les situations de symptômes intenses. Donc, le MDR qu'on pratique dans les cas de symptômes post-traumatiques est très, très utile, a montré vraiment son efficacité, parce qu'on va en fait retraiter un souvenir qui n'a pas été bien intégré. Donc, c'est une certaine Francine Shapiro, qui est une psychologue qui a découvert cette technique un peu par hasard, mais qui a montré que finalement, stimuler les yeux pendant qu'on retraitait un souvenir traumatique, ça permettait de mieux l'intégrer, ça aide beaucoup les patients. Nous avons mis aussi en place récemment un groupe de parole post-Covid au sein du service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise pour permettre justement le partage de ce vécu. Donc, ce groupe est co-animé par une chef de clinique en psychiatrie de liaison, la doctoresse Donohu, et un infirmier spécialiste clinique, Gérard Langlois, qui est spécialiste clinique en santé mentale. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir offrir cet espace qui a été vraiment demandé par les patients qu'on suivait en individuel, parce que comme souvent dans ces situations-là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le cadre de suivi individuel, et au niveau psychothérapeutique, on s'appuie beaucoup sur vraiment toute cette dynamique de groupe qui peut vraiment être très, très complémentaire de ce qu'on fait avec les patients individuels. Donc, on est très heureux d'avoir pu mettre en place ce groupe avec le soutien évidemment d'autres partenaires de soins autour du Covid long et notamment le SMPR. Donc, les groupes donc sont en place. Il y a des prochaines dates qui seront, j'espère, bientôt sur la plateforme Raphaël auquel vous pourrez accéder. Donc, c'est vraiment un enjeu de résilience, cette affection post-Covid, où effectivement on a très peu de visibilité. Donc, la résilience, c'est un peu symbolisé par ce petit bol de Chine qui a été cassé et puis recollé avec, vous voyez, des jolies feuilles d'or. Donc ça, c'est une image aussi de ce qui peut se passer après un choc, mais c'est aussi en physique. On parle de résilience, c'est une aptitude d'un corps à résister à un choc. Et du coup, en psychologie, on dit que ce sont les qualités personnelles qui permettent d'aller bien malgré l'adversité, de rebondir, s'adapter à l'adversité. Et puis, ça, on sait que c'est très utile dans le cadre de l'affection post-Covid, d'essayer de la développer, cette résilience. Ça passe par l'acceptation, effectivement, de cette situation qui est extrêmement difficile, et comment est-ce qu'on va mobiliser des ressources. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par le fait de construire aussi des liens sociaux. Vous voyez que là, dans ces recommandations de l'association psychologique américaine, il y a beaucoup d'items qui portent sur ces fameux liens. C'est ces liens qui vont rendre plus fort aussi dans l'adversité. Et l'acceptation du changement. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de visibilité, mais nous avons bon espoir d'une amélioration progressive sur le temps, mais ce temps est long et c'est ça qui rend les choses difficiles. Donc voilà, pour résumer, le fait d'avoir des symptômes psychiatriques post-Covid sont liés à la fois au stress et puis des symptômes, des effets du virus lui-même, en particulier au niveau de l'inflammation. On a des informations par rapport au fait qu'on a des risques psychiatriques à long terme en cas d'infection ou non. Ça, c'est une réalité que la pandémie elle-même peut rendre les choses plus difficiles, mais on a aussi des symptômes psychiatriques qui vont vraiment être favorisés aussi, indépendamment du stress, par ces effets du virus.
Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique de prévenir et de traiter ces symptômes psychiatriques en long cours. Et puis, on apprend beaucoup à travers cette pandémie pour voilà, gérer aussi d'autres crises sanitaires. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pouvoir prévenir les troubles psychiatriques à long terme en intervenant de manière précoce et puis de favoriser les stratégies de résilience. Voilà, donc on a besoin encore de faire de la recherche pour comprendre mieux comment fonctionnent ces symptômes psychiatriques post-Covid et les traitements. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je me réjouis d'écouter notre collègue pédopsychiatre et puis après d'écouter vos questions également. Merci beaucoup, Dr Benzacourt. On voit vraiment combien le champ est vaste et large, en fait, et combien c'est important d'avoir un soutien psychologique, psychiatrique, pour pouvoir gérer tous ces symptômes et le poids de ces symptômes aussi. Nous avons donc la chance et le privilège d'avoir avec nous Dr Dante Trojan, pédopsychiatre, responsable de l'unité de liaison ambulatoire et hospitalière en pédiatrie. Docteur Trojan, je vous donne la parole. Merci à vous tous pour l'invitation. Merci pour le témoignage qui était très utile et à mon avis très éclairant sur la situation et voilà ce dont on est amené à parler aujourd'hui. Je m'inscris un peu de la continuité, donc je n'ai pas des slides à vous montrer, mais je m'inscris vraiment de la continuité de ce qui est dit ou qui a été dit jusqu'à maintenant. Et puis j'essaierai de vous rajouter quelques particularités qui sont en lien avec l'âge en développement dont je m'occupe. Et dans l'unité de liaison, qui est un peu un travail, comme la collègue fait en liaison adulte, en étroite collaboration avec les équipes en médecine somatique, donc avec les pédiatres, et sur des suivis et à l'hôpital et des suivis ambulatoires qui viennent après. Et l'autre unité, qui est l'unité des troubles alimentaires, qui, elle aussi, de manière directe et indirecte, était surtout l'année passée fort sollicitée en lien avec la crise et la pandémie du Covid. Alors, de manière générale, je reviendrai déjà sur l'excellent témoignage voilà, du patient témoin et dans sa narration, parce que j'ai trouvé des éléments que vous avez amenés qu'on trouve aussi chez les enfants et adolescents qui consultent, c'est-à-dire que, évidemment, eux, ils ne vont pas au travail, mais souvent, ils se retrouvent dans cette difficulté d'être reconnus, de comment je continue à avoir mes relations sociales. À l'école, ça commence à aller moins bien, voire ça ne va pas bien du tout, parce que déjà, je n'ai raté quand j'étais malade, et en plus, j'ai l'impression que je n'arrive pas à rattraper le retard. Et ce qu'on pourrait rajouter en lien avec vraiment la clinique de l'enfant et de l'adolescent, c'est comment tout ça, quel impact il a sur mon fonctionnement qui est le mien et le fonctionnement familial dans un premier temps, et puis après le fonctionnement social avec les pairs, l'insertion à l'école, et puis suivant le parcours scolaire dans lequel ils sont ou elles sont, voir l'impact que cela met. Alors, de manière générale, encore, nous, on fonctionne un peu comme les collègues de la psychiatrie adulte, c'est-à-dire qu'il y a la cellule des pédiatres qui voient en première ligne les patients ou patientes qui ont souffert d'une maladie Covid et qui montrent une persistance des symptômes et qui, cette persistance des symptômes peut se compliquer ou se complexifier aussi avec des symptômes psychiatriques, c'est-à-dire, voilà, celle que la collègue a bien montrée. Je rajouterais peut-être pour la clinique qui est la nôtre et à laquelle j'étais confronté ces derniers mois, aussi les troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a le post-traumatique, il y a vraiment l'anxiété, il y a la dépression avec voilà, des tentatives aussi qui ont amené aussi à des tentatives de suicide. Et puis on a vraiment clairement vu à l'échelle genevoise, mais on le retrouve aussi dans la littérature internationale, une augmentation statistiquement significative des troubles alimentaires dans leur ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les accueille. De manière générale, alors d'où on vous parle, on vous montre des guidelines, on vous montre des savoir-faire, mais quelque part, la clinique restera toujours une clinique du cas par cas. Donc, toute personne différente vivra en fonction de qui elle est,
d'où elle vient, dans quel contexte social elle baigne, voilà, ça sera toujours des histoires singulières auxquelles on sera confronté. Mais de manière générale, c'est vrai que, comme je vous disais, on retrouve vraiment des lignes et des éléments qui font, voilà, et on partage aussi, qui partagent les différents patients. Donc, on reçoit les patients, on fait aussi l'évaluation, comme les collègues adultes, sur l'état psychique et l'impact et les symptômes qui prédominent. C'est autant complexe, voire peut-être, je ne sais pas si c'est plus ou moins complexe, mais ça reste complexe, mais peu importe, à mon avis, de savoir si c'est un effet direct ou indirect de l'infection Covid. Ce qui est plus important, c'est comment le patient qui amène à consulter, comment il se sent, qu'est-ce qu'il présente, quelle est la souffrance, la sienne, de son entourage et comment y répondre. La réponse, elle est comme chez les collègues adultes avec différentes approches psychothérapeutiques. On reçoit toujours l'enfant et ou l'adolescent avec seul, avec la famille. On fait un travail aussi avec la famille pour accompagner la famille. Approche thérapeutique, approche en médiation. Vous avez parlé des techniques thérapeutiques. On peut rajouter encore l'hypnose qu'on a fait comme technique de relaxation ou d'anxiolyse. Et après, quand c'est nécessaire, chez les enfants, surtout chez les adolescents aussi, quand on a besoin de faire recours à une thérapie pharmaceutique, donc avec des médicaments. Là où je retrouve aussi, parce que je pense vraiment à l'excellent témoignage de notre patient témoin, qu'on retrouve dans d'autres cliniques, qui est la clinique de la liaison, c'est parfois de souffrir de quelque chose qui n'est pas vu, qui ne se voit pas, qui n'est pas reconnu, et puis avoir toujours ce doute, mais c'est moi, c'est pas moi, et puis je me l'invente, c'est de ma faute parce que je fais pas assez d'efforts pour améliorer. Et quand on accompagne le décours de la maladie, on est confronté au départ, comme vous l'avez très bien montré aussi, la phase aiguë, la phase initiale, quand ça commence, quand la prise en charge commence, et après, quand ça commence à durer, il y a tout l'autre aspect de, j'oserais pas parler de chronicité, parce qu'on ne peut pas parler de chronicité, mais c'est une maladie qui dure, on n'a pas toujours une réponse simple, immédiate, à dire mais quand elle va s'interrompre, quand elle va finir, mais quand elle va passer, quand je serai enfin libéré de cela. Et tout ça amène et nécessite voilà, un suivi. Je pense qu'il y a eu une petite interruption, mais je pense que tout ça devrait marcher à nouveau, j'espère. Donc tout ça nécessite un accompagnement. Cet accompagnement, comme elle était dit en précédent, il est indispensable qu'il se fasse toujours avec des équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire que notre travail, on ne peut pas le faire sans l'accompagnement, l'aide, un travail étroit avec les collègues pédiatres, donc les collègues somatiques, en médecine somatique, les somaticiens. Et je pense que c'est en pratique aussi chez les adultes, mais nous on le fait régulièrement, à faire des rendez-vous conjoints entre le médecin qui s'occupe, le somaticien et le psychiatre, c'est-à-dire, ou le psychologue qui s'occupe. Donc, parce que cette dichotomie, cette séparation corps ou souffrance du corps et souffrance, voilà, mentale, c'est toujours le même individu, le même qui souffre de cela. Donc, même réellement, je pense que c'est indispensable parfois d'organiser régulièrement des entretiens conjoints pour montrer une cohérence des soins et pour montrer que, voilà, on prend un soin l'individu dans son entier. Je reviens un peu aux particularités qui est, voilà, de la pédopsychiatrie. Donc, alors, vraiment la particularité de quel impact il a sur la relation familiale, avec souvent des vécus de culpabilité. Alors pourquoi je suis malade, alors même au niveau comme toute maladie, voilà, dans une pandémie, voilà, qui a contaminé qui, la crainte d'avoir contaminé les parents, peut-être qui souffraient déjà cela. Donc ça revient dans un contexte aussi de relations familiales qui sont tendues. Très important de voir aussi, de pouvoir soutenir et rétablir quand elles commencent à diminuer, à cesser les relations sociales. Alors ça, on peut le faire quand on peut avec des groupes thérapeutiques, donc une approche groupale
qui c'est des groupes où on fait des groupes thérapeutiques, aussi des groupes de parole, c'est-à-dire que déjà de pouvoir échanger, partager avec quelqu'un d'autre qui a plus ou moins vécu ce que j'ai vécu, ça permet déjà, et en tout cas les témoignages qu'on a eus, de se sentir peut-être un peu moins seul, parce que voilà, ce qui est un autre élément qui est très fort dans le vécu de ces prises en charge, c'est vraiment une sorte de vécu d'impuissance, de solitude. Je culpabilise parce que je ne fais pas assez d'efforts, et puis je me dis, mais comment je pourrais voilà, rattraper le retard et me remettre un peu dans le parcours qui était le mien jusque-là. La particularité chez les enfants et chez les adolescents, c'est que peut-être on l'est encore à l'âge adulte, mais surtout quand on est enfant, adolescent, c'est qu'on est des êtres en devenir. Donc on est amené tout le temps, constamment à changer pour devenir quelque chose. Donc on est inscrit déjà dans un parcours de changement. Et puis cette maladie, cette souffrance, ce traumatisme, cet impact potentiellement traumatique risque de freiner, de compliquer ce changement qui d'habitude se fait plus ou moins de manière harmonieuse, avec évidemment tous les moments de turbulence qu'on a tous vécu quand on est passé par là. En résumé, donc, la particularité enfant-adolescent, âge en développement, comment ça s'insère dans la famille, l'angoisse, la culpabilité, le devenir, ce développement, le devenir qui se coupe ou qui est coupé ou entrecoupé par cette maladie qui continue et qui a des symptômes qui persistent. Parfois le doute de savoir est-ce que cette maladie ou c'est autre chose, mais au fond, quelque part, peu importe, parce que voilà, c'est comment je me sens, quel état clinique j'ai et quelles sont mes difficultés pour avoir après l'approche et la réponse la plus adéquate. Je me répète encore une fois, parce que peut-être c'est un point auquel je tiens. Il y a des cohortes, il y a des statistiques, il y a des guidelines, il y a tout ce que vous voulez, mais la clinique reste pour moi toujours une clinique du cas par cas. C'est toujours la clinique singulière, c'est toujours une attention particulière à qui j'ai en face, à son vécu, d'où il vient et quel est le milieu, voilà, la famille, où il habite, où il vit, où il se développe. On essaie d'être au plus proche des besoins et puis on accompagne en fonction de la souffrance et des symptômes qui sont présents le plus proche possible jusqu'à quand on en a besoin. On ne perd pas d'espoir, on y arrive, c'est parfois lent, c'est parfois douloureux, c'est parfois il faut accepter pendant un certain temps des choses, vraiment une souffrance lourde, et j'insiste, c'est une souffrance qu'on ne voit pas. C'est pas comme d'autres voilà, souffrances dont on s'occupe en liaison, et ma collègue le confirmera. Donc, parfois, c'est plus simple si j'ai un plâtre. Donc, on voit quelqu'un à l'extérieur, voit que je suis malade, voit que je souffre, voit qu'est-ce qui m'est arrivé. Tandis que dans un Covid lent ou dans un post-Covid, voilà, je suis censé aller mieux, la maladie est passée, j'ai encore d'une souffrance ou des symptômes à l'intérieur de moi, mais ça ne se voit pas. Et puis voilà, c'est toute la complexité de comment les vivre, de comment oser en parler, de comment les partager, de comment sortir de cette solitude qui est due à une incompréhension, parce que comment l'autre peut comprendre, peut savoir qu'est-ce que je vis. Et puis c'est vraiment un travail qu'on fait pas à pas en accompagnant et l'enfant et l'adolescent, toujours avec sa famille et sa riche complexité, en inscrivant dans l'histoire qui est la sienne, donc comment toujours, qu'est-ce que l'impact du traumatisme actuel et chez qui, voilà, il y a l'histoire du traumatisme et puis aussi l'autre histoire qui est autour. Et puis donc, famille multidisciplinaire avec les collègues pédiatres. Très important aussi d'avoir un lien direct avec l'école pour aider le retour à l'école, pour aider comme ça la réinsertion tant avec les pairs que dans un programme scolaire et reprendre un peu le chemin qui s'était interrompu, les accompagner et soulager des aspects en guillemets phobiques qui inévitablement s'installent qui arrivent parfois avec un décrochage scolaire. Donc là, vraiment l'importance de travailler aussi un partenariat et un réseau avec l'école, avec l'équipe éducative, et puis proposer le plus possible, voilà, suivre à la bonne vitesse, sans être trop lent,
mais sans pousser trop vite, parce que ça, on voit que ça ne marche pas et que la bonne vitesse, on ne la connaît jamais. On doit toujours l'adapter en fonction de comment on va et comment les choses évoluent. Mais gardons espoir, on y arrive. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Trojan. Et désolé pour le petit souci technique. Toutes les participantes et tous les participants sont restés en fait dans le webinaire et c'était uniquement les intervenants et les intervenantes qui, malheureusement, on a eu un petit bug. On va essayer de régler aussi dans le replay. Merci beaucoup. Et puis, on essaie aussi de renvoyer une invitation à Madame Ducommun, notre patiente partenaire, qui arrive à nous voir, mais pas à participer comme intervenante. Voilà. Donc, on va prendre peut-être quelques-unes des questions et peut-être aussi rebondir sur ce que vous dites, docteur Trojan. Est-ce que vous arrivez peut-être en fait à nous parler ou nous dire comment on peut différencier une adolescence normale, fatigue, changement d'humeur et un post-Covid? C'est probablement très difficile aussi, mais vous arrivez à en parler un peu? Excellente question, merci, qui se rapproche un peu de la baguette magique, mais sans exagérer. C'est une excellente question, qui est quand même la question qu'on se pose toujours entre la différence entre le normal et le pathologique. Quand même. Si on refait l'histoire, si on reprend bien voilà, ce qu'on appelle l'anamnèse, donc si on refait l'histoire, comment la maladie s'est passée, si on écoute attentivement les symptômes comme ils apparaissent, quelque part, quand même, on arrive à faire un peu la différence. C'est-à-dire que autant, parfois, on peut dire, OK, je pense que ça vient... Alors, la fatigue, elle vient de quoi? Parce que là, je suis un peu déprimé, donc c'est la fatigabilité en lien avec la dépression. C'est une fatigabilité en lien parce que, voilà, comme disait la patiente et moi, les fonctions cognitives sont mises à mal, en tout cas dans l'immédiat ou dans la continuité, voilà, dans ce qu'on appelle le syndrome parfois post-Covid. Je ne pourrais jamais dire qu'à 100%, on arrive toujours à faire la différence, mais je crois que si on prend le temps de bien analyser vraiment dans le détail et de bien écouter les symptômes comme ils sont présents et de les inscrire en comment c'était avant et comment ça se passe maintenant, parfois on voit quand même une différence qui dit, quand même, voilà, c'est ça et c'est pas, voilà, c'est pas autre chose. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à professeur Posfet-Barbe en fait d'avoir posé cette question. Docteur Benzacour, quel conseil on peut donner aux gens ou comment pouvoir gérer ou quelles sont les explications aussi des effets yo-yo, comme c'est écrit dans la question, des symptômes. Comment gérer cette fluctuation? Comment vous expliquez aussi cette fluctuation? Et c'est relié à une autre question qu'on avait reçue plus tôt, où en fait une expertise médicale avait refusé un diagnostic de Covid long parce que justement les symptômes fluctuaient. Vous arrivez à commenter là-dessus? Alors déjà, la première remarque, c'est que depuis le début de l'observation de l'affection post-Covid, on est, je crois, tous alignés pour dire que la fluctuation est vraiment caractéristique au niveau des symptômes. Donc, voilà, c'est quand même très surprenant, effectivement, que ça a été justement un élément de fragilité pour retenir ce diagnostic, puisque c'est tout à fait l'inverse. Et c'est bien ça, quand j'évoquais le besoin de résilience, c'est que justement, il y a cette imprévisibilité, il y a des moments où les patients ont l'impression voilà, d'avoir repris toute l'énergie dont ils ont besoin pour effectuer leurs activités, recommencent à se projeter dans des activités et s'engagent dans des activités comme ils l'étaient avant, finalement, cette affection post-Covid. Et ils se retrouvent finalement confrontés à cette sensation de baisse d'énergie très brutale, alors qu'ils ont eu finalement une expérience positive qui les a encouragés. Donc, on se retrouve finalement dans des fluctuations pour lesquelles il n'y a pas vraiment de facteur déclencheur. Il y a quelque chose quand même d'assez imprévisible, mais et c'est justement la stratégie de pacing, si on peut parler
vraiment de conseils à donner. Globalement, pour l'ensemble des symptômes, c'est vrai que le fait de se dire j'ai une réserve d'énergie, je l'économise, je l'utilise vraiment avec parcimonie, je me limite dans des efforts. On sait que ça réduit finalement ce contraste de niveau d'énergie, ces effets de fluctuation. Donc ça, c'est le premier conseil à donner. Également pour les aspects cognitifs, également pour les aspects émotionnels, pour l'anxiété et la dépression. On sait que généralement, c'est l'ensemble des symptômes qui risquent de réapparaître si on en fait trop. Donc ça, c'est vrai que c'est important. En tout cas, de manière générale, d'accepter cette limite, d'accepter que c'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser, d'avoir ce lâcher prise finalement, parce qu'on remarque vraiment dans les suivis que les patients qui arrivent à un bon niveau d'acceptation finalement finissent par dompter la maladie, vraiment l'apprivoiser et arrivent finalement à avoir plus d'activité. Merci beaucoup et on voit effectivement combien l'acceptation peut être difficile, mais combien elle est essentielle. Une autre question qui peut-être est aussi un peu en lien avec cette acceptation, avez-vous vu ou identifié ou observé des associations entre le post-Covid et le TADA ou les personnes à haut potentiel? Alors, je pense que ça, c'est une question pour le docteur Trojane, Voilà, puisque bien. mais c'est vrai qu'il y a aussi Voilà. des cas chez les adultes, mais je vous laisse d'abord peut-être répondre. Je pourrais m'en sortir avec la réponse classique, on a besoin de plus d'études pour vous répondre. C'est la complexité, c'est la complexité, c'est la complexité de cette affaire et puis quelque part les hauts potentiels et ou les TADA, encore une fois, d'un côté, je ne vais pas généraliser parce que je reviens sur mon du cas par cas, donc ils ne sont pas tous pareils. Il y a une question aussi de probablement un lien avec aussi une sensibilité qui est déjà présente et comment je vis la maladie. On verra. Pour l'instant, comme ma collègue le disait, il faut rester un peu humble et voir un peu comment, voilà, tous les données qu'on commence à accumuler, quelles les réponses qu'ils vont nous donner. D'un côté. D'autre côté, là aussi, si les symptômes, s'il y a une symptomatologie qui est présente et une souffrance en lien avec ça, on s'en occupe et on la soigne. Quelque part, j'exagère un peu, Covid ou pas Covid, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a plus en post-Covid ou pas? C'est pas c'est pas significatif. C'est pas dans notre pratique locale que je l'ai vu, mais c'est trop petit pour tirer des conclusions. Merci beaucoup. Peut-être une question à Dr Benzakour. Comment identifier quand on a besoin d'aide? Comment savoir qu'on a besoin d'aide, en fait? Quel est le moment? Oui, alors ça, c'est vraiment toujours la question finalement quand consulter un psychologue, un psychiatre, de manière générale. C'est vrai que ça va dépendre beaucoup des ressources de chacun, donc on ne peut pas donner de réponse générale, mais ce qui est certain, c'est que l'aide, déjà, il faut essayer de la préciser. Est-ce qu'on a besoin d'aide pour répondre à des questions? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour trouver justement des stratégies? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour se sentir reconnu dans sa souffrance? Quelles que soient les motivations, en tout cas de cette démarche, il faut se dire que à partir du moment où on commence à se sentir dépassé dans son quotidien, qu'on n'arrive pas à mobiliser finalement nos ressources propres, nos ressources internes, mais aussi les ressources qu'on a autour de nous, extérieures, liées à l'entourage, des activités en tout cas qui peuvent nous ressourcer, c'est très important de pouvoir bénéficier d'un espace avec un spécialiste de santé mentale. Merci beaucoup. Et effectivement, d'où tout l'intérêt d'avoir aussi tout un réseau et cette interdisciplinarité que nous recommandons aussi pour les personnes qui souffrent de post-Covid. Une question pour Dr Trojan. À quoi être attentif chez un enfant qui n'arrive peut-être pas encore à exprimer ses troubles, qui n'a pas la capacité en fait de bien exprimer ses troubles? Alors, c'est une question.
Je peux répondre de manière générale parce que c'est un lien avec le thématique d'aujourd'hui, mais de manière générale, souvent l'enfant, même l'adolescent, mais aussi l'enfant, ne peut pas l'exprimer directement, mais là, il faudrait être attentif à des changements de comportement, une certaine irritabilité qui peut s'installer, une différence dans les performances scolaires et d'un dit un dernier, mais j'aurais voulu le dire, pardon, un premier parce que c'est aussi très important d'être très attentif à déceler les premiers signes d'isolement. C'est jamais bien quand on s'isole. C'est jamais bien. Alors, je ne vais pas faire peur à tout le monde. Voilà, on a le droit aussi à quelque part, voilà. Quand je dis ça, c'est pas, on a le droit aussi d'être un moment tout seul, à faire nos choses, et puis voilà, sans exagérer. Mais si on commence à percevoir qu'il y a une perte progressive des relations sociales, on s'isole, l'école va moins bien, on sent qu'à l'intérieur de la famille ou avec les pères, les choses commencent un peu à devenir compliquées. Il ne faut pas attendre une verbalisation de la souffrance pour demander de l'aide. Merci beaucoup, Dr Trojan. Peut-être le mot de la fin à Madame Ducommun. Merci de nous avoir rejoints et désolé vraiment pour le souci technique. Sachez que durant votre absence, beaucoup de personnes ont vraiment remercié votre témoignage et nous vous en remercions aussi et nous vous donnons le mot de la fin de ce webinaire. Quelle surprise, merci. Merci à tous de m'avoir écouté. Je suis ravie que cela ait pu faire écho parmi certaines personnes d'entre vous et si ça a pu aider. En tout cas, on voit que on n'est pas seul et puis que merci aussi à toutes les personnes au HUG et à toutes les personnes qui prennent cette maladie au sérieux parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui fait défaut maintenant de se faire prendre au sérieux, d'être écouté et entendu. Donc, voilà, je peux que souhaiter une bonne suite à tout le monde, à tous les malades et à tous ceux qui essayent de nous aider. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci à toutes les participantes et les participants. Nous avons reçu beaucoup de questions auxquelles malheureusement nous n'avons pas eu le temps de répondre. Donc, nous allons les reprendre toutes et puis les mettre sur la plateforme Raphaël. N'hésitez pas à aller regarder sur la plateforme, à utiliser aussi l'agent conversationnel si vous avez des questions. On est toujours en train de mettre à jour en fait les informations. Puis on espère continuer à pouvoir vous accompagner les professionnels de santé, accompagner cette maladie pour pouvoir tous aller mieux et rester dans la santé et dans le bien-être. Merci à tous et à toutes et bonne soirée. Au revoir, merci. Merci, au revoir.